Bonsoir et bienvenue à Devoir de mémoire, votre émission qui vous rappelle toujours de l'histoire de l'Afrique. Et ce soir, nous avons donc le plaisir de recevoir un invité de marque pour parler de l'histoire du continent, mais d'un pays situé au centre de l'Afrique. Mais avant toute chose, suivons cet hymne. Ben voilà, donc l'invité de marque qui va parler de ce pays, c'est-à-dire de la RDC, la République démocratique du Congo, il s'agit de M. Joseph Olenga Nkoy, celui-là même que l'on appelait à l'époque l'enfant terrible du Congo, et qui fut également candidat au présidentiel de 2006. Mais le thème de ce soir sera consacré à la tourmente électorale de 2006 en République démocratique du Congo, élection auquel lui-même fut donc candidat. Monsieur Olenga Nkoy, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, nous allons voir d'abord l'historique de votre pays, le Congo démocratique, avant de parler de la tourmente électorale de 2006. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu dans quelles conditions le Congo a été libéré sous la rébellion de Laurent Désiré Kabila pour chasser Mobutu? Bon, écoute, moi, je dois vous dire que c'était dans les années 96, hein, donc pour parler belge, 96. Donc, que je sais que Laurent Désiré Kabila est venu avec sa rébellion, qui a trouvé un appui de pays frontaliers, dont notamment il y avait l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, tous ces pays frontaliers du Congo ont porté l'appui à Laurent Désiré Kabila pour la chute du maréchal Mobutu. En fait, jusqu'à ce qu'il est arrivé à Kinshasa. Mais il faut dire et reconnaître que Laurent Désiré Kabila a trouvé Mobutu de Seko déjà, nous de l'opposition démocratique intérieure, on l'avait déjà mis, si tu veux, Mobutu était déjà assassiné politiquement. C'est qu'on dit en politique, en notre jargon politique, comme quoi Mobutu était déjà tué politiquement. Laurent Kabila ne l'a fait qu'amener vers la cimetière. Donc, par contre, vous étiez amené en prison plusieurs fois sous Mobutu. Mais vous dites qu'il était assassiné politiquement, mais il était toujours là. Non, mais vous savez, Mobutu, en fait, la lutte démocratique que nous avions fait à partir de l'intérieur du pays. Vous savez, dans la vie, c'est peut-être une occasion que vous me donnez pour dire assez peut-être qui privilège, par exemple, l'option armée. Elle n'est pas mauvaise, car ça dure longtemps dans un système auquel un peuple veut absolument s'auto-libérer. Mais ce n'est pas une voie conseillée non plus. Ça veut dire... Il faut savoir, nous, on n'avait plus besoin, en fait, d'une opposition armée pour faire partir Mobutu. Mobutu était déjà neutralisé. Il était déjà vers la porte de sortie. Vous ne réussissez pas à le faire partir? Pardon? Vous n'avez jamais réussi à le faire partir? Non, écoute, nous, on ne voulait pas faire partir par les armes. Nous, on voulait par une voie démocratique. Nous sommes des prophètes de la démocratie, de la non-violence. Nous pensons qu'il n'y a pas une arme plus puissante au monde que la non-violence. Et parfois, en fait, on le sait pour nous chrétiens, qu'à un moment donné, même Jésus, qui était le Fils de Dieu, lui est arrivé à un moment donné à taper les gens qui étaient dans l'église. Et c'est vrai que tout excès nuit. Et il est vrai qu'auprès de la population, c'était devenu une impatience de voir Mobutu pendant trentaine d'années, toujours à la tête du pays. Alors, mais c'est pour vous dire que la rébellion de Laurent Désiré Kabila, qui a fait chasser Mobutu, qui aujourd'hui, on ne parle plus de Mobutu, c'était une page de l'histoire tournée, mais non plus,
ça a plongé le Congo dans une situation la plus ridicule que nous connaissons. L'après Mobutu aujourd'hui, c'est exactement l'avant Mobutu. N'empêche que cette rébellion de Laurent Désiré Kabila, c'était un salut pour le peuple congolais. Mais je ne pense pas du tout. Je ne pense pas parce que les saluts... Vous l'avez rencontré au Katanga. Laurent Désiré Kabila, je l'ai rencontré. Voilà. Cela ne veut pas dire que j'ai adhéré à ce qu'il a fait. Je l'ai rencontré en tant qu'opposition démocratique. Oui. Et j'étais à l'époque le plus jeune de ces parlements et j'étais le président du groupe parlementaire de l'opposition. C'est à ce titre. Non, que j'ai rencontré Laurent Désiré Kabila. Oui, mais lors de la rébellion, vous l'avez rencontré au Katanga. Mais justement, c'est à ce titre que je l'ai rencontré. Donc c'est pour vous dire qu'il ne faut pas dire que non, c'était les saluts. Je ne crois pas. Parce qu'en fait, le phénomène de l'AFDEL, avec Laurent Désiré Kabila, c'est ce qui a ramené le pays aujourd'hui à la ridicule. Et je pensais sincèrement, je n'aimerais jamais, moi, en tant qu'un panafricaniste, donner ça comme une référence à d'autres pays africains. Une rébellion, pas forcément ce qui peut amener le peuple aux voies de salut. Le Congo aujourd'hui, on a beaucoup plus reculé qu'on avançait. L'après Mobutu. C'est pas sous Mobutu que vous reculez autant? Non. Moi, je pense que, bien sûr, les Congo aujourd'hui, on a perdu notre place dans les concerts des nations. La voix du Congo n'est plus écoutée. Nous sommes de plus en plus ridiculisés l'après Mobutu. On va évoluer dans l'émission. Nous comprenons que vous n'avez jamais été d'accord avec Laurent Désiré Kabila, quoique ayant quand même libéré le Congo démocratique. Non, je ne parlais pas de la libération. Moi, je crois qu'on ne peut pas parler, on ne peut pas voir le pays comme ça. On ne peut pas parler de la libération. Chaque rébellion qui vient, il parle de libération. Il y a Joseph Kabila qui était venu, libération. Il y a d'autres rébellions, etc. Libération. Mais vous libérez qui? Mais ces gens viennent pour s'auto-libérer eux-mêmes sur le plan économique. Par exemple, aujourd'hui, qu'est-ce que cette rébellion aujourd'hui? On peut demander à ce peuple quel est le salut de ce peuple à cette rébellion. Moi, je crois que c'est ridicule. Moi, je suis un prophète de la démocratie et de la non-violence. Et je crois que, quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finit, un jour par apparaître. Justement, mais seulement au Congo, ce jour-là ne vient jamais. Non, ça vient. Bon, alors, M. Lengankoy, vous prenez donc Kabila, vous l'avez salué, il a libéré le Congo, il a chassé Mobutu, en tout cas, tout le monde le sait. Vous l'avez salué, vous avez fini justement par plonger le pays dans un autre chaos après Mobutu en faisant la guerre contre Laurent Désiré Kabila en 1998. Quelle en était la suite? Je n'ai jamais salué le venu de Laurent Désiré Kabila parce que je n'ai jamais été le prophète de la violence. Ça, c'est de un. De deux, le pays chaos, oui. Aujourd'hui, nous avons plongé le pays dans un chaos. Pas nous, je dis dans l'Assemblée par élégance, mais c'est toujours les kabylismes et ça, Kabila qui continue. Aujourd'hui, nous avons Joseph Kabila qui est au pouvoir. Qui, vous savez, aujourd'hui, dans quel état il a mené le pays? Nous avons perdu ce qui est de plus cher d'une nation, ce qui est de plus cher des citoyens, ce qui est de plus cher d'un État. La citoyenneté, la valeur nationale, l'identité nationale, la valeur d'un peuple, la souveraineté d'un État et d'un peuple. Nous l'avons perdu avec Joseph Kabila. En fait, nous sommes un peuple, ça peuple. Alors, nous sommes un pays de non-État avec Joseph Kabila. En fait, moi je crois qu'aujourd'hui, on doit demander à la population du temps même de Mobutu, auquel nous qualifions à cette époque-là un dictateur. Par rapport aujourd'hui, tout le monde voudrait vivre l'état du Mobutu. Et vous savez, en fait, on est devenu ridicule. On a perdu notre valeur nationale. Les Congolais, c'était un peuple. Partout ils allaient à travers le monde. C'est un peuple qui méritait les saluts de d'autres continents, de d'autres pays africains. Aujourd'hui, on est en train de nous ridiculiser un peu partout. Moi, je crois, en fait, moi, personnellement, c'est ça l'objectif de mon venu maintenant. Voilà. Mon venu maintenant, c'est pour redonner l'âme à notre peuple, leur redonner confiance, leur donner l'espoir, et les accompagner à ce qu'ils soient considérés. Voilà un peu l'objectif que j'ai aujourd'hui. J'aimerais qu'on évolue chronologiquement dans la logique de l'émission. Je sais que votre venue aujourd'hui, c'est pour ramener le salut de l'espoir au peuple congolais, mais évoluer dans la logique de l'émission, M. Lengankoy. Après la rébellion, il y a eu les accords de Lusaka, il y a eu Sun City 1 et 2 et tout ça. Alors, au final, vous avez formulé une configuration politique spéciale au Congo démocratique en 2003, la formule 1+4. C'était une bonne chose? La formule 1+4, de toutes les façons, il faut le dire, hein, en fait, c'était après les accords de Sun City que nous avons eu la formule de 1+4. La formule de 1+4, en fait, c'était la formule auquel nous a été proposée par le président sud-africain et les représentants des Nations Unies qui étaient à cette époque-là à Sun City, en Afrique du Sud. Vous étiez incapable de trouver une formule à vous. Non, en fait, le problème était de toutes les façons. Les Congolais, c'est même le malheur des Congolais.
nous avons toujours été capables de s'unir ensemble et de trouver les solutions à nos problèmes. Et je crois que c'est là où je vous dis qu'il y a une émergence maintenant, de conscience au sein des Congolais, Alors, pour en arriver, pour essayer de relever ces défis. Qu'est-ce qui arrive à cette formule? À cette formule-là de 1+4, c'est-à-dire pour essayer de satisfaire tous les groupes armés. Il y avait le MLC avec Jean-Pierre Mbemba, qui était un groupe armé considérable. Il y avait l'RCD avec M. Roubero et consorts, qui était considérable. Il y avait aussi des sous-groupes qui étaient au nombre plus ou moins de 6. Alors, il a fallu absolument ce qu'on appelle la gestion des ambitions en politique. D'accord. Alors, il fallait opérer un miracle de ce qu'on appelle une géométrie politique qui pourra permettre à ce que tout le monde se retrouve dans la gestion de l'État. D'où la proposition de 1+4 a émergé. Ça veut dire quoi? Un président de la République avec 4 vice-présidents et qui seront l'émanation de 4 composantes. Des 4 composantes qui faisaient la guerre contre Laurent Désiré Kabila, y compris l'opposition démocratique. Voilà, et qui sera assassiné justement en 2001 et qui sera automatiquement remplacé par son fils. Et donc, finalement, vous, M. Olenga Koy, vous deviendrez ministre de ce gouvernement. Oui, mais en fait Laurent Désiré Kabila a été assassiné, comme vous le savez. Et tout de suite après, il y a eu ce qu'il y a eu. Et puis, on a placé M. Joseph Kabila. Et puis, M. Joseph Kabila. Et puis, il y a eu Sen City. Et Sen City, il y a eu les élections. En fait, c'est dans ces élections, le résultat de Sen City qui a fait que nous soyons ministres des Transports et voies de communication. D'accord, c'est la preuve que vous avez cautionné les dérives de ce pouvoir. Vous savez, il y a une différence à faire, en fait. À cette époque-là, moi, j'étais en prison de Boulowo, la prison de la haute sécurité de Boulowo. Et c'est de la prison que les rebelles ont conditionné toute négociation doit être possible que quand moi je suis libéré. Et en passant, je salue tous ceux qui m'ont sauvé la vie, notamment le groupe de Jean-Pierre Mbemba et puis celui de RCD. Et c'est de la prison qu'on m'a amené à Sen City. Et la voie de Sen City, c'était pour négocier. C'était pour négocier. Moi, je crois qu'en politique, il faut savoir négocier. Il faut savoir donner ce qui peut être le plus cher. Si ce qui est plus important peut être privilégié. Et ce qui est plus important ici, c'était l'avenir de la nation. Donc, moi, c'était le prix à payer. Et c'était par négociation politique. Voilà. Et puis finalement, vous allez arriver en 2006 aux élections en passant par cette période en 2004 du référendum constitutionnel où vous avez fait voter au peuple congolais, adopter au peuple congolais plutôt, une constitution façonnée sous un modèle qui a été décrit plus tard. Non. Moi, je crois, en fait, il y a deux choses différentes. Le gouvernement de la République était le gouvernement de l'Union nationale. Nous avions les facilitateurs, dont il y avait aussi, entre autres, les Nations Unies, le représentant spécial des Nations Unies. En fait, étant donné l'état où se trouvait le pays à ce moment-là, qui était pratiquement un même pays avec 3-4 républiques à son sein, il a fallu, si tu veux, une formule qui peut ramener tout le monde à une attente nationale. Et c'est ce qui a fait, en fait, que nous arrivions même aux élections dont on parle ici. Les malheureuses élections, tu vois. Et je pense même que ça aurait été même mieux ça que rien du tout. Eh bien, on est arrivé, on a chuté sur les élections de 2006. Et dans ces élections de 2006, comme vous le savez, le pays était trop fragile à cette époque-là. Et la majorité des partenaires extérieurs n'auraient pas souhaité à ce qu'un changement réel s'opère au Congo par rapport à la fragilité même du pays. En fait, ces élections ne doivent pas même être un modèle, parce que tout le monde le sait. Vous savez, monsieur, s'il y a un secret, peut-être que vous croyez encore être secret, tout le monde sait que les élections de 2006, ce sont des élections sans élection. Ils savent que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Mais non, c'est clair, monsieur. C'est connu que les élections de 2006, ce sont des élections sans élection et que M. Kabila n'avait pas gagné. C'est connu. En fait, le problème n'est pas là, parce qu'il est là. Il est là. Aujourd'hui, il a prêté serment. Il est le président de la République démocratique du Congo. Mais en fait, nous avons toléré ça, c'est parce que nous avons pensé que ce qui est plus important, c'est la République. D'accord. Maintenant, vous avez été candidat pour challenger Joseph Kabila. Et donc, au vu des résultats, messieurs, vous êtes tus. Vous êtes allié à Jean-Pierre Mbemba dans l'Union de la Nation. Je n'ai pas terminé, M. Olenga Koy. Et donc, vous êtes unis dans l'Union avec Jean-Pierre Mbemba. Comment expliquer que finalement, dans cette union de la nation, vous n'êtes pas attendu pour lancer ces messieurs Jean-Pierre Mbemba dès le premier tour pour affronter Kabila dès le premier tour?
savez, monsieur, au premier tour, vous avez il y préféré avait disperser 33 les candidats. voix. Voilà. Au premier tour, il y avait 33 candidats à la présidence de la République. D'où, comme vous le savez, c'est la pratique en Afrique. La majorité des candidats ont été des candidats multipliés par M. Kabila, juste pour disperser les voix de l'opposition. C'est connu en Afrique, ce système-là. En fait, à partir du moment où M. Kabila, dites-moi, qui doit donner à qui la paternité de l'opposition? Personne. Et quand quelqu'un se dit qu'il est de l'opposition, il est aussi candidat. De quel droit vous allez le refuser? Et voilà sur cette faiblesse que M. Kabila a profité, notamment avec les experts, tous ceux qui lui faisaient des stratégies, ont profité à multiplier les voix de l'opposition. Donc, c'était même lié au manque de la culture politique congolaise. Non, je ne pense pas que ça n'a rien à voir avec la culture politique. Mais lorsque vous ne savez vous savez, les systèmes en Afrique, si vous parlez de la culture politique, Congo, nous risquons de désorienter, les gens. Les systèmes au Congo, quand je parle de l'Afrique, c'est en général, parce que le Congo fait partie de l'Afrique. Il y a une question là qui est sur l'écran. Oui. Qu'est-il devenu Olengankoy? Mais Olengankoy est Olengankoy. Il est là, Olengankoy, c'était candidat aux élections présidentielles de 2011. Avec quel programme? Avec un programme clair. Lequel? Vous savez, monsieur, moi, mon programme ne sera pas basé dans les discours démagogiques comme celui de M. Kabila. Moi, je vais me baser sur les sociales. Quand vous regardez aujourd'hui sur les statistiques en République démocratique du Congo, les taux de divorce, nous sommes quand même des pays africains. Et la majorité des divorces, par exemple, quand vous regardez, c'est sur 10, il y a plus ou moins 6 divorces en République démocratique du Congo. Et la base des divorces, c'est la pauvreté. C'est la pauvreté. Soit le mari ne travaille plus et la femme ne peut plus supporter. Et quand vous regardez aussi sur les taux de l'éducation, de plus en plus, beaucoup d'enfants ne partent plus à l'école. La base, c'est quoi? C'est la pauvreté. Parce que les parents n'ont pas les moyens de les amener à l'école. Et l'absence de l'éducation au sein de la famille. Aujourd'hui, il y a pratiquement une rébellion dans des familles. Et dans cette famille-là, le victime, c'est la jeunesse. C'est ce jeune-là qui est l'avenir du pays. On ne peut pas parler d'un pays sans parler de sa jeunesse. Mais cette jeunesse, aujourd'hui, ne se retrouve pas parce qu'ils n'arrivent pas, ils ne s'en sortent pas. Quand vous regardez la majorité des gens qu'on jette maintenant dans les marchés d'emploi, notamment ceux qui terminent les universités, à Kinshasa, tout dernièrement, il y a eu pratiquement 23 200 qu'on a jetés dans le marché d'emploi de part des instituts supérieurs officiels et privés. Dans tous ces gens, il n'y a pas de gens qui ont trouvé les emplois. Ils sont dans le chômage. Et quand vous regardez tout ça, monsieur, vous comprenez qu'il y a un problème fondamental au Congo. D'accord. Et il faut donner l'emploi, c'est le social. C'est dans le social qu'il faut se baser. Et ce social sera basé sur l'agriculture. Quand vous regardez un pays comme le Congo, nous sommes en eau. En eau, nous sommes le 3e mondial, après la Chine et le Canada. Et à nous seuls, nous avons les 60%. À nous seuls, nous avons les 60%. Nous avons les 60%, monsieur, de la forêt africaine. Et vous savez que la terre congolaise, elle effectue partout, même dans la maison. Vous semez, ça pousse. Alors moi, je vais privilégier l'agriculture. Oui. Et dans l'agriculture, et vous savez que présentement, à 98%, d'alimentation au Congo viennent de l'extérieur. D'accord. Il y a seulement 2% intérieur. Moi, je veux faire le contraire. Vous allez faire le contraire, ça veut dire quoi? Je vais développer ma philosophie sur l'agriculture. D'accord. Et à ce qui concerne les routes, ma priorité serait sur les routes des déserts agricoles. Là, voilà un peu la différence entre le kabylisme et l'olengankoïsme. Donc, le kabylisme, c'est de la démagogie. Il a parlé des 5 chantiers aux Congolais. Dans la Constitution, lui-même, il dit dans les 5 chantiers, il y a d'abord l'éducation. Et dans l'éducation, l'école primaire est gratuite et obligatoire. Ça fait 4 ans que M. Kabila est au pouvoir. L'école primaire est toujours payante. Et il n'est pas obligatoire. D'accord, ça on le sait. Donc, le courant auquel il a promis à la population, il n'y a pas de courant sur l'Assemblée du pays. Et dans la ville de Kinshasa, l'eau auquel il a promis à la population, il n'y a pas d'eau. Aujourd'hui, M. Kabila a transformé les villes de la République en un album. Il a mis des photos partout, les 5 chantiers. Voilà, nous allons construire des boulevards, nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Mais tout ça, c'est dans les photos, dans l'image. La population ne voit pas du concret. Mais dans la campagne électorale de M. Kabila, c'était question de réaliser, mais ce n'était pas question de transformer les villes en album en mettant ces photos dans l'ensemble des villes du pays. Moi, je crois que ce qui est plus important, c'est l'émergence des consciences. D'accord. L'émergence des consciences, c'est l'émergence des consciences des Congolais. Et ceux qui sont de la diaspora et ceux qui sont à l'intérieur du pays. Ils ont compris parce que vous parlez de la diaspora. Que c'est l'homme qu'il faut faire partir absolument
de la tête du pays pour faire arriver au Lengakoy. Parce que vous parlez de la diaspora, M. Lengakoy, quelle est la place de la diaspora pour vous aujourd'hui, étant donné que la diaspora congolaise, en tout cas, décrit haut et fort tous ceux qui participent dans ces différents gouvernements au pays, y compris vous-même qui avez été ministre de Kabila à un moment donné? Non, moi j'ai été ministre, je l'ai dit, j'ai été ministre de la République au prix des négociations, les mêmes négociations que tout l'Assemblée des Congolais avait salué à son époque. Pour la diaspora, que feriez-vous? Parce que la diaspora n'est pas du tout contente de tout le monde au Congo. Mais écoute, monsieur, moi je crois qu'aujourd'hui l'opposition, quand on parle de l'opposition, c'est la diaspora qui est dans l'opposition aujourd'hui. Moi j'ai salué ces compatriotes, leur détermination. Quand on regarde de l'économie, le peu d'économie qui reste au Congo, est-ce que vous savez qu'il y a 3 millions de dollars chaque jour qui passe, que la diaspora injecte sur le marché congolais, en envoyant à leur famille, à manger, etc., soins médicaux, etc. Donc c'est pour vous dire combien la diaspora congolaise est en train de participer. C'est à cette même diaspora auquel moi je vais baser ma politique. C'est à eux que je vais demander d'exiger à leurs parents, à leurs tantes, oncles, nièces et neveux qui sont au pays, de n'accepter jamais M. Kabila et d'accepter la voix de Lengakoy. Moi je crois que c'est pas... Les diaspora pour moi, en fait, moi personnellement, c'est les gens par qui je passerai pour arriver à réaliser des rêves. Et moi, je vous le dis sincèrement, pour qu'il y ait un changement au Congo, il faut qu'il y ait une descente massive déjà de la diaspora pour transformer la mentalité de la peur. Une question précise. La diaspora, la diaspora revendique sa participation aux élections prochaines. Mais bien sûr, c'est que feriez-vous entre-temps pour que cet article de la Constitution soit modifié? C'est constitutionnel. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut pour modifier? On ne peut pas la modifier parce qu'elle est là. Donc, c'est dans la Constitution. Donc, la diaspora doit participer. C'est une obligation. La diaspora doit participer dans les élections présidentielles. Et la Constitution dit le contraire? Non. Que feriez-vous? Moi, je crois que la Constitution stipule clairement que la diaspora va participer dans les élections. Ah bon, ça a changé depuis quand? Non, la diaspora est reconnue de toutes les façons. De toutes les façons. Pourquoi il n'a pas voté aux il est impossible, non, parce que c'était juste, et il est prévu que la prochaine mandat, on va inclure la diaspora. C'est stipulé dans la Constitution. Actuellement, là. C'est comme on a dit aussi sur les découpages territoriaux des provinces. Il y avait un temps. Et c'est depuis le 15 de ce mois qu'il devrait. Et jusque-là, M. Kabila n'a rien fait. Est-ce que c'est une bonne chose pour vous, la partition du pays en plusieurs provinces? En 25 provinces, ce pays-là en guerre. Non, il faut pas parler de problème de guerre. Non, mais c'est une bonne chose. Moi, je crois qu'on est en train de désorienter les gens. Il ne faut pas qu'on parle de problème de guerre. La Constitution prévoit comme quoi nous quittons de 11 à 26 provinces. C'est une bonne chose. Et une très bonne chose, parce que ça va faire quoi, en fait? Nous allons appliquer la politique de la décentralisation. Et dans la décentralisation, ça va donner une compétition de développement. Et chaque coin va voir de la sorte qu'il y ait des développements qui émergent à son sein. Moi, je crois que c'est une très bonne chose. Ah bon? Ah, bien sûr. Et donc, vous ne pensez pas au risque, justement, du déséquilibre Les risques que je suis d'accord avec vous, c'est parce qu'il n'y a pas l'instauration de l'autorité de l'État. D'accord. Et ceux qui sont à la tête de l'État sont faibles. Ils n'ont pas une vision. Si vous demandez aujourd'hui quelle est la vision de M. Kabila sur ça fait aujourd'hui 4 ans au pouvoir, il n'a pas respecté ce que la Constitution lui avait demandé. Et pourtant, il a prêté serment devant la nation en disant « Je respecterai et je ferai respecter la Constitution de la République ». Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas encore respecté. Monsieur Lengakoy, on va respecter le temps. Il nous reste 2 minutes et demie. Je vous en prie. J'aimerais que vous répondiez maintenant en 30 secondes chaque fois. Quelle est la place que vous donnez à Joseph Kabila aujourd'hui? Parce que hier, nulle part. C'est-à-dire? Nulle part. Nulle part, c'est-à-dire? Mais quand on souffre dans les compétences, vous voulez que moi je lui donne quelle place? C'est le président de la République. C'est la retraite. M. Kabila doit avoir une retraite anticipée politique. C'est-à-dire qu'il ne peut pas participer aux échéances prochaines. Non, mais moi je crois que si j'étais son conseiller, ce que je lui aurais demandé, c'est de faire partir les Congolais aux élections sans lui. Sans lui. Voilà. Il ne faut pas oublier que ça fait 9 ans que Joseph Kabila est au pouvoir. Et que le Congo n'a émergé en aucun point. Et dans quelles conditions il est arrivé au pouvoir? Mais non, je ne parle pas des conditions. Il n'y avait que la guerre, monsieur. La guerre, parce qu'il chante partout qu'il y a la paix. C'est lui qui a permis qu'il y ait la paix au pays. Il n'a rien permis. Il a permis à la destruction de la nation. Il a permis à non-identité citoyenne. Il a promis... Non, écoutez, il a détruit. Il a détruit la nation. Ce grand pays aujourd'hui ne peut pas avoir ce qu'il a comme valeur en considération dans les conseils des nations. Voilà. On a perdu. La preuve en est qu'il est à la tête
il est à la tête de la SADC aujourd'hui. Il est aussi à la tête de l'Organisation des pays de l'Afrique centrale. Est-ce que vous sentez la voix du Congo? Mais est-ce qu'il a les moyens de Est-ce que vous attendez la voix du Congo? Est-ce qu'il a les moyens de sa politique de la SADC? Mais justement, mais les moyens de la politique, le pays a les moyens. Il faut dire qu'il y a une différence entre les compétences et les moyens. D'accord. On va terminer l'émission en 1 minute et demie, M. Lengakoy. J'aimerais que vous donniez un message à la diaspora congolaise qui vous écoute. Écoute, le message que je donne à la diaspora congolaise, et de toutes les façons, je remercie ces gens de leur courage. Il faut leur dire que ça fait 4 ans, l'opposition, c'est eux. Et je tiens à ce qu'ils se mobilisent comme un seul homme, à ce que l'avenir du pays, qu'on apporte un changement réel dans ce pays. Il faut qu'aujourd'hui, cette diaspora se mobilise comme un seul homme pour que Lengakoy succède à Joseph Kabila. Et je ferai l'ère politique. OK. Et Jean-Pierre Bemba, sa situation à la CPI, quelle est votre réaction? Bon, écoute, ma réaction, je déplore. Je déplore, en fait, c'est un peu triste que cela arrive, mais je souhaiterais que la justice soit faite. Et que ce soit une justice juste. OK. Si il sortait aujourd'hui de la CPI, vous seriez derrière lui pour le soutenir? Non, écoute, moi j'ai un parti politique. Et dans les partis politiques, ce sont des alliances. Voilà. OK? Je crois que la fois passée, j'ai fait une alliance. Et comme vous le savez, j'avais soutenu Jean-Pierre Bemba. Et croyez-moi, monsieur, c'est ce monsieur qui avait gagné les élections. On ne veut pas le dire assez, mais c'est ça le juste. D'accord. Voilà. Merci, monsieur. Ça veut dire, si jamais il sortait, il me portera soutien. D'accord. Voilà. On a compris votre position en tout cas. Voilà. Merci d'être passé à Devoir de mémoire. C'est moi. Et nous vous remercions pour votre courage, tout en espérant que prochainement nous aurons un président qui s'appelle M. Joseph Lengakoy. Je vous remercie de l'opportunité. Voilà, merci. Donc, merci d'avoir suivi Devoir de mémoire et merci de votre fidélité en tout cas. Prochainement, si vous voulez nous écrire pour réaliser cette émission, vous pouvez nous écrire à devoirdesmémoires@telesud.com. devoirdesmémoires@telesud.com. Et à très bientôt, c'est-à-dire le jeudi prochain pour un autre numéro. Merci. Indépendance,